Bonjour à tous, bienvenue dans la rétrospective sportive de la semaine. Au programme, on aura droit à du bodybuilding avec la Saint-Sergoise Amandine Colli. Le moment fort de la semaine, c'est clairement l'interview avec Alan Roura puisqu'on le rejoindra au milieu de l'Atlantique. Il nous fera part de ses impressions au départ du Vendée Globe. Et on va commencer avec une large page consacrée au basketball avec du basketball masculin et féminin. En basket, le bébé Seignon, dernier du championnat de Ligue nationale A, affrontait ce week-end les Lions de Genève, le leader du championnat. Un match qui a été compliqué pour les protégés d'Alain Attala puisqu'ils se sont inclinés sur le score de 44 à 91. On regarde le résumé du match. Alain Attala, ce soir, le bébé Seignon jouait peut-être contre la meilleure équipe du championnat. Les Lions de Genève, ça a été compliqué. Un score final 44 à 91. Mais voilà, on ne peut pas demander à une équipe de Nyon, faite de peu de joueurs étrangers, avec beaucoup de joueurs suisses, formés au club de jeunes, de faire des exploits à chaque match. C'était compliqué aujourd'hui et puis tu n'es pas surpris du résultat de ce match? Bon, on n'est pas surpris, on sait que ça va être... la saison est très compliquée et puis on n'a qu'un joueur étranger. Un joueur à 40 ans, qu'on ne peut pas lui demander de jouer 40 minutes. Et il a scoré les deux tiers du score. Et je pense que ça, c'est le seul point qui n'est pas très sain. À part ça, je veux remercier et je suis très fier de l'effort des joueurs. Ils se surpassent chaque match, mais c'est très difficile et je ne peux pas être trop exigeant de leur demander de se surpasser Ils le font de bon cœur, ils le font parce que c'est des combattants et ça c'est un grand plus qu'on a cette année. Au moment qu'on pourra amener, disons, je pense que c'est un joueur, remplacer le joueur qui a quitté, parce que dans cette ligue-là, sans un joueur dominant dans la raquette, c'est comme si on joue au foot sans gardien de but. C'est le petit poucet, c'est David contre Goliath, sauf que cette fois, la logique a suivi son cours. C'est vrai qu'on s'attendait à un match dur, on s'attendait à se voir beaucoup travailler, on voulait mettre de l'intensité, et puis au début, ça a assez bien marché, et puis après, au fur et à mesure, on a vu que ils sont quand même meilleurs, ils sont plus performants, ils sont plus physiques. Et puis nous, on a eu 2-3 problèmes justement avec la disponibilité des joueurs. Ce qui fait qu'on arrive peut-être moins tourné, on est moins intensif. Et puis voilà, le résultat se voit, quoi. Oui, tu l'as dit, quand même une bonne entame de match. Vous avez eu de l'espoir pendant les 10 premières minutes, le premier quart. Et ensuite, ça a été compliqué. Et notamment, vous n'avez pas réussi à trouver les solutions offensivement. On a vu une équipe de Genève vous bloquer assez aisément. Exactement, ouais, ils étaient très présents physiquement en défense, peut-être même un peu trop. Et nous, effectivement, on n'a pas réussi à se démarquer suffisamment, à se séparer de cette poigne qu'ils avaient. Le score final, c'est 44-91, il est quelque peu anecdotique, mais ce qui explique aussi cette telle différence, c'est les rebonds. Vous n'avez pas été sous le panier assez présent, Genève était presque tout le temps là. Exactement, ouais. Ils sont très physiques. Nous, on est un peu moins grands, un peu moins costauds. Et puis, aujourd'hui, on avait un peu moins la rage d'essayer de se battre sur les rebonds. Puis, effectivement, ça fait la différence. Après, le score, c'est pas forcément ce à quoi nous, on voulait faire attention. On voulait montrer notre jeu. On voulait aussi, on savait qu'on allait perdre, mais je veux dire, c'était pas notre objectif, évidemment, c'est de gagner. Mais le score n'était pas forcément l'aspect principal du match ce soir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a montré, en fait. Oui, et l'équipe produit du beau jeu cette saison. Aujourd'hui, c'était un petit peu l'exception, si je peux dire ainsi, puisqu'elle met en difficulté de très bonnes équipes dans le championnat. Il y a 2 semaines, c'était Fribourg. Plus récemment, c'était à Montaix. Donc le potentiel est là et on peut espérer à une victoire tout prochainement. Alors, on peut espérer. Effectivement, on voit des belles choses. On arrive à faire du beau jeu. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire 40 minutes de jeu intensif et de beau jeu. Et ce qui fait qu'on joue bien, on reste, on colle. Et puis après, on n'arrive pas à faire le pas de plus, le step qui fait que on prend l'avantage, on passe devant, on passe l'épaule. L'ambiance d'équipe, comment est-ce qu'elle est quand on subit, quand on ne gagne pas? C'est difficile à gérer? C'est difficile à gérer, mais on est béni à Nyon avec des joueurs qui ont un grand cœur. Ils se surpassent à l'entraînement. C'est toujours positif, malgré que je sais qu'à la durée, il faudra bien gérer ça. Mais je compte sur les joueurs. C'est des combattants et c'est des jeunes qui jouent avec le cœur. Elle joue pour l'équipe de Suisse de basket et elle rentre d'un voyage à Sarajevo.
Et puis, elle joue aussi pour le Nyon Basket féminin. Je veux parler de Eva Ruga et Méline Frankina. Bienvenue, mesdames. Merci d'être avec nous. Alors, comme je l'ai dit, vous jouez pour l'équipe de Suisse. Eva, un voyage à Sarajevo, en Bosnie, pour affronter la Russie et l'Estonie. Alors, comment se sont déroulés ces deux matchs? Voilà, on a eu 2 matchs quand même à haut niveau. C'était des grosses équipes européennes quand même. Une grosse défaite quand même contre la Russie. Mais on s'est rattrapé sur le match de l'Estonie où on a réussi à gagner de 3 points. Donc c'était quand même un match important à gagner et on a réussi à le faire, donc on est très contente. Ouais, mission réussie pour les joueuses de l'équipe de Suisse. Méline, c'était 2 matchs où les joueuses, dont vous avez pris plus de place au sein de l'effectif. Pourquoi? C'est clair que c'est une situation compliquée avec le Covid. Donc il manquait des joueuses majeures qui ont été testées positives et il manquait aussi le coach. Mais on a su rebondir. Enfin, je pense que tout le monde a eu un rôle plus important que ce qui devait être, mais tout le monde a su répondre présent et je pense qu'on est contente de ce qu'on a pu donner finalement. Eva, Méline parlait de ces mesures. Vous avez fait les 2 matchs en Bosnie, donc vous n'avez même pas joué contre la Bosnie finalement. Qu'est-ce qui a été spécial? Vous n'avez pas de contact extérieur tellement? Oui, voilà, on est rentré mardi dans l'hôtel et on est ressorti dimanche. On n'est pas sorti du tout entre ces jours. On n'a eu aucun contact avec les autres équipes, avec des autres personnes finalement. Voilà, des mesures sanitaires qui étaient quand même très respectées, avec un port du masque tout le temps, à part dans les chambres d'hôtel, des désinfections avant de rentrer dans les salles de basket. Donc voilà, c'était spécial quand même. On va revenir un petit peu en détail sur ces 2 matchs. Déjà, le premier match contre la Russie, une défaite 42 à 98. Vous avez vu assez rapidement que la Russie était supérieure, mais ça, ce n'était pas une surprise finalement. Non, ça c'est sûr qu'on le savait. Après, je pense que le choc a été encore plus grand que ce qu'on s'imaginait. On a essayé de tout donner, ma foi, ça n'a pas été suffisant. Après, je pense qu'on a quand même fait une deuxième mi-temps qui était un peu meilleure que la première. Et l'essentiel, c'est qu'on a su rebondir pour le match d'après. Mais c'est vrai que c'était difficile. Avec une grosse différence de taille aussi, de gabarit entre les joueuses, ce qui n'était moins le cas lors du 2e match contre l'Estonie. Eva, contre l'Estonie, vous avez réalisé un très bon match et c'était finalement l'objectif de ce voyage, c'était de ramener 2 points lors du match contre l'Estonie et vous l'avez fait de belle manière. Oui, voilà, l'Estonie, on savait que c'était plus à notre niveau, physiquement surtout. Donc on a réussi à gagner ce match d'une belle manière, parce que finalement, on perdait quand même de 12 points à un moment donné et on a réussi à remonter. Voilà, aussi le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs, ça pèse quand même. Donc il fallait vraiment qu'on se soutienne, toutes les joueuses et avec le staff, et on l'a fait. Ce genre de week-end, ça vous donne confiance pour la suite en équipe suisse? Parce qu'on sait que pour l'instant, peut-être pour toi, Eva, tu avais une place moins importante. Méline, tu commences gentiment à t'imposer, mais ça donne confiance. Ouais, c'est sûr que c'était une occasion à saisir. C'est ce que le coach nous a dit. C'est une chance pour tout le monde d'être là. Et je pense qu'on a su montrer qu'on avait notre place. Et il faudra confirmer ça quand l'équipe sera au complet. Oui, toi, tu as joué 21 minutes contre la Russie, puis 33 contre l'Estonie. Eva, toi, tu as signé une entrée remarquable contre l'Estonie, puisque tu as marqué 5 points en 6 minutes. J'imagine que tu ne peux être que satisfaite finalement du voyage. Oui, bien sûr, comme Méline a dit, c'est vraiment une chance à saisir. Donc voilà, quand on rentre sur le terrain, on se donne vraiment à fond. On veut vraiment montrer que voilà, on est quand même là, présente sur le terrain et on peut faire des belles choses. Donc oui, c'est sûr que quand on rentre pour l'équipe suisse sur le terrain, on a envie de bien faire. Est-ce que vous pensez que d'autres Nyonnaises peuvent aussi faire partie de cette sélection? Vous êtes les 2 à en faire partie, en tout cas vous en avez fait partie il y a 10 jours. Il y a aussi une certaine Laure Margot qui pourrait faire partie de l'effectif. Oui, je pense que Laure, elle a toutes ses chances. Là, elle fait un bon début de saison et je pense qu'on va continuer à se donner à fond. Et pour la fenêtre de février, elle a toutes ses chances d'être sélectionnée comme les autres de la liste. Puisqu'il reste 2 matchs de qualification pour l'Euro, donc début février, comme tu l'as dit. Ça va être compliqué pour l'équipe de Suisse, puisqu'on sait qu'elle a 1 point de moins que la Bosnie et la Russie, mais ce sont des équipes difficiles à aller chercher. Oui, voilà, c'est des équipes avec un très bon niveau et aussi physiquement, elles sont vraiment présentes.
Donc de toute façon, on va essayer d'aller chercher une victoire, bien sûr, parce que dans le sport, tout est possible. Maintenant, on sait que ça va être très difficile, mais on va travailler dur pour pouvoir peut-être montrer quelque chose. On va fermer la page internationale européenne, on va revenir ici en Suisse avec le Nyon Basket féminin. Finalement, comment on explique le début de saison de l'équipe avec 5 défaites et une seule victoire, alors qu'il y a autant de potentiel finalement, puisque vous êtes là, puisqu'il y a aussi justement Laure Margot, Shannon Coffey. Comment est-ce qu'on explique ça ? Je pense qu'on a eu un début de saison assez difficile au niveau des joueuses étrangères. On avait pris une joueuse étrangère qu'on a finalement changée. Et je pense que là, on ne peut que progresser. Il y a eu 2 assez mauvais matchs, on va dire, contre Puy et Elias. C'était des défaites compliquées. Ensuite, contre Genève ce week-end, on pensait pouvoir gagner et on n'a pas réussi à concrétiser. Donc je pense que maintenant, il faut qu'on se ressaisisse, qu'on se donne à fond. Et le potentiel, il est là, il faut juste réussir à l'exploiter. Et l'exploiter, ce sera peut-être le cas le week-end qui vient. Ce sera un déplacement à Trois-Torrents, une équipe que vous connaissez bien, puisque vous y êtes passés les deux. L'objectif, c'est gagner, c'est continuer de proposer du beau jeu finalement aussi. Oui, bien sûr. L'objectif principal, c'est une victoire contre Trois-Torrents. Déjà, ça nous remettrait dans une bonne position dans le classement. Et ensuite, c'est une équipe qui est prenable. Donc cette semaine, on va aussi essayer de s'entraîner dur. Je pense que c'est vraiment une équipe très prenable. Il faut qu'on gagne. Il n'y a pas trop d'autres choix. C'est ça. Et finalement, on va finir là-dessus. Il faut gagner, mais vous avez déjà la chance de jouer. Et ça, c'est quelque chose d'assez spécial, malheureusement, en cette période. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Peut-être toi, Méline, déjà? Ouais, c'est sûr qu'on a une chance énorme quand on voit toutes les autres ligues inférieures qui peuvent plus du tout s'entraîner, plus du tout jouer. On se rend compte à quel point c'est important. Et on est tous les soirs très contente de pouvoir se voir toute l'équipe et de pouvoir continuer le championnat. Eva, tu ne peux qu'acquiescer. Oui, bien sûr. Elle a tout dit, ouais. Magnifique, elle a tout dit. Continuez comme ça et puis on espère que la victoire reviendra vite pour le Nyon Basket féminin. Merci beaucoup, mesdames. Merci bien. Ils ne sont qu'une petite dizaine en Suisse à être des professionnels du bodybuilding. Et on reçoit sur notre plateau l'une d'elles, toute récente, puisque tu viens de gagner une compétition. Amandine Collis, salut, merci d'être avec nous. Salut Joël. Alors, tu as gagné cette compétition, c'était à Saint-Marin, ta toute première compétition. Est-ce que tu t'y attendais? J'imagine que tu ne réalises pas vraiment. Non, pas encore. C'est vrai qu'il y a encore pas mal d'émotions. Donc, juste le temps de digérer tout ça et puis je pense qu'on va réaliser gentiment. Tu habites à Saint-Cergue et puis tu t'es mis à cette discipline il y a de cela 3 ans. Comment ça se fait que en 3 ans il y a eu un changement radical comme ça? Je pense que c'est surtout dans l'éthique de travail. Et puis quand on aime quelque chose vraiment comme ça, on fait tout pour aller le plus loin possible. Donc ça aide beaucoup. Et ça s'est produit ce week-end à Saint-Marin. Revenons sur cet événement. Une compétition de bodybuilding, c'est poser, c'est montrer au jury qu'on a un corps plus musclé. Est-ce que c'est vraiment ça, le bodybuilding? Alors, en partie, oui. Après, il y a aussi énormément de travail derrière par rapport à tout ce qui est... Il faut tout sculpter, etc. Donc... c'est un très gros travail. Que regarde le jury quand il juge une athlète? Tu es dans la catégorie figure, il y a 5 catégories et on peut dire que c'est un peu la catégorie intermédiaire puisqu'il y a des catégories où on est encore plus musclé, d'autres moins. Qu'est-ce qu'ils regardent à ton niveau? Alors par rapport aux figures, ils vont surtout regarder la ligne de l'athlète. Donc avoir les épaules bien rondes, un gros V, une taille fine et puis des bonnes jambes. Ça c'est vraiment les critères principaux. Et puis, ils vont aussi, bien sûr, juger la condition qu'on a amenée sur scène. Et puis, tu as gagné à Saint-Marin. Alors, peut-être, il y a 2 médailles. Je te laisse m'expliquer. Oui. Peut-être déjà la première médaille. Donc, celle-ci, en fait, dans notre catégorie, on est trié par classe par rapport à nos tailles. Comme ça, c'est plus facile aussi pour les juges. Donc, il faut gagner sa classe pour pouvoir accéder à l'overall. Et là, toutes les athlètes se retrouvent, peu importe la taille finalement, c'est juste toutes les athlètes de la catégorie figure dont tu faisais partie. Et là, c'est la plus belle médaille finalement, celle qui t'a permis de décrocher le titre. Voilà, celle-ci. Donc ça, c'est l'overall où toutes celles qui ont gagné leur classe se rencontrent à la fin. Et puis, voilà, c'est là où j'ai gagné la carte pro.
Exactement, alors la carte pro, j'allais y venir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que maintenant tu es considérée comme une bodybuildeuse professionnelle et que tu as le droit de participer à beaucoup plus de compétitions. Voilà, c'est ça. Donc à tous les pro shows en fait qu'on trouve partout dans le monde. Donc c'est super. C'est une espèce de rêve qui se réalise? Complètement, oui. Tu as toujours eu cet objectif, et un objectif que tu as accompli avec ton coach notamment, parce que tu travailles beaucoup, hein, c'est énormément de travail. Raconte-nous peut-être une semaine, combien d'entraînements et puis aussi combien de périodes. Ouais. Alors par rapport aux entraînements, c'est à peu près du 6 jours sur 7. Ça peut arriver d'avoir 2 entraînements dans la journée. Donc ça, c'est tout ce qui est renforcement musculaire à la salle. On a aussi une bonne partie de cardio, que ce soit à jeun ou après l'entraînement. Et puis, une très grosse partie aussi, c'est tout ce qui est diète. Je dirais pas que c'est une diète, c'est plus une façon de vivre, une routine. Mais ça, c'est une énorme partie. Donc, on pèse tout à l'année. C'est hyper carré. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté de ce sport. Ouais, finalement, tout est un peu carré, j'ai envie de dire. Et tu as que 24 ans. Oui. Alors, il y a de belles perspectives d'avenir qui sont possibles. Quels sont tes objectifs Alors déjà, peut-être pour juillet-septembre l'année prochaine, faire le pro début, donc la première compétition en professionnel, voir un petit peu comment ça se passe. Et puis vraiment, le rêve, je pense, de tout athlète professionnel dans ce sport, c'est d'accéder peut-être un jour à l'Olympia, qui est la compétition la plus prestigieuse. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, tu es encore jeune. Une dernière question pour finir. Est-ce que être musclé, faire du bodybuilding, c'est forcément avoir de la force? Alors, ça reste quand même de la masse musculaire, donc il y a quand même pas mal de force, comme c'est vraiment de la masse musculaire. Donc je dirais quand même oui. Après, c'est aussi une force mentale qui est énorme. Andrea voulait qu'on fasse un petit défi pour terminer cette émission. Alors, je te propose de te désinfecter les mains puisqu'on va faire un bras de fer. Tout est là, donc pas d'excuses. Je te laisse ensuite te saisir de ton masque. Je vais aussi faire de même. Et j'avoue que je stresse un peu. Est-ce que tu penses que tu vas me battre? Ça devrait être facile, a priori. Je pense pas. Non, je pense que oui. En tout cas, je me suis préparé mentalement depuis quelques minutes à perdre ce bras de fer. C'est un exercice que tu as l'occasion de faire souvent, le bras de fer? Pas du tout. Je refuse à chaque fois, normalement. C'est vrai? Oui. Bon, c'est gentil d'accepter. On va se lever. On va le faire ici. Et je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Alors, Amandine, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok. 3, 2, 1, go. Ah, c'est dur, hein? Bon, vas-y. Ouais. Bon, voilà, il y a quand même beaucoup de force dans ce bras, beaucoup de force dans tout ton corps. Tu peux enlever ton masque. Ouais, bravo. Merci. Ça n'a pas été une surprise, finalement. Donc, Amandine s'impose au bras de fer à NRTV, mais elle s'impose surtout à Saint-Marin pour sa première compétition. Bonne suite, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et félicitations. Merci. Il participe à son 2e Vendée Globe. Le Genevois Alan Roura est notre invité à distance puisqu'il est au beau milieu de l'Atlantique sur son bateau de La Fabrique. Alors salut Alan, merci de nous consacrer quelques minutes. Est-ce que tu m'entends et où es-tu exactement? Oui, je t'entends très bien. Eh bien. Écoute, actuellement je suis au large de Rio de Janeiro. Dans des conditions météo qui ne sont pas très rigolotes parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent et il change tout le temps. Mais bon, le moral est bon, tout va bien à bord, on essaie d'avancer, de faire route et puis d'aller chercher des petits copains qui sont juste devant. Donc voilà, c'est un peu le jeu du chat et la souris en ce moment. Tu es parti le 8 novembre en compagnie de 32 autres bateaux pour cette course autour du monde. Tu es actuellement 18e avec ce groupe devant toi justement. Comment est-ce que tu évalues tes premiers jours de navigation? Ça a été une course difficile au début, on a eu des conditions météorologiques qui n'ont pas été simples, il a fallu bien gérer les situations et puis j'ai été emprisonné dans une phase de molle, donc une zone sans vent à côté des Canaries qui m'a coûté un jour, donc voilà, ça c'est dur à accepter mais bon ça fait partie du jeu. Maintenant tout le monde est un peu dans cette zone sans vent là actuellement, donc voilà, ça permet de se regrouper un peu tous. C'est plutôt pas mal. Bon, je suis pas dans le peloton de tête, mais je suis pas très loin finalement du reste de la flotte, donc
Il y a encore beaucoup de choses à faire pendant tout le Grand Sud, donc voilà, je ne perds pas espoir, il y a moyen de faire un joli truc, et puis 18e, c'est pas si mal pour le moment. Et puis, au niveau de la trajectoire, tu es très proche de la côte, très à l'ouest, comparé à d'autres trajectoires qui ont pu être prises sur la course. Pourquoi ce choix ? Le choix, il s'est fait naturellement. J'aurais bien aimé pouvoir faire une route directe. Alors bon, je vois la flotte de devant là, qui commence aussi à mettre de l'ouest dans leur route. Ça fait un gros détour, ça c'est sûr, parce que voilà, on se rapproche plutôt du Cap Horn que du Cap de Bonne-Espérance, alors qu'on aimerait plutôt aller à Bonne-Espérance. Mais voilà, je dois contourner cette zone sans vent, et puis pour aller chercher le plus rapidement possible dans le sud les conditions un peu plus musclées pour avancer sur la bonne direction. Donc voilà, encore un détour, ça me rappelle un peu l'édition 2016 où j'avais fait un peu le même choix stratégique. Forcé, voilà, clairement, j'aimerais bien aller tout droit parce que là, pendant encore 2 jours, j'ai pas avancé, j'ai pas fait 1 000 dans la bonne direction, donc voilà, c'est un peu dommage, mais ça fait partie du jeu. Tu parles de 2016, ton premier Vendée Globe, c'est ton 2e maintenant, avec un bateau plus performant désormais. Alors, qu'est-ce que tu peux te permettre comme objectif avec une embarcation pareille, avec la nouvelle fabrique ? C'est très dur à dire, j'aimerais bien pouvoir rentrer dans le top 10, mais ça dépendra de beaucoup de choses, de la cage de certains bateaux forcément. Ça dépend, voilà, le classement il est très dur à dire aujourd'hui. On a un Vendée Globe qui est très lent actuellement, on a des conditions qui nous freinent beaucoup, donc même l'objectif des 80 jours aujourd'hui il est très compliqué, il est compromis. Même pour les bateaux qui sont entre la 3e et la 15e place, là ce peloton qui est juste devant. Même eux, pour 80 jours, ça va être compliqué, alors que c'est les meilleurs bateaux de la flotte, donc voilà, c'est pas simple, c'est une course difficile, essayer de faire au mieux, naviguer proprement, et puis rentrer à bon port, ça sera déjà une très bonne chose. Comment est-ce que tu occupes tes journées? Là, on te voit en t-shirt, il fait beau, il fait chaud, mais c'est pas que ça, le Vendée Globe, hein, il y a aussi beaucoup de conduite, tu dois être sans cesse sur le bateau en train d'effectuer des réglages. Ouais, là, surtout en ce moment, vu que les conditions sont pas hyper simples. Alors il n'y a pas beaucoup de vent, mais le vent tourne tout le temps, donc il faut être sur le qui-vive au réglage des voiles, au changement de voile. C'est vraiment dur parce qu'on n'arrive pas à se reposer, il y a beaucoup de grains, donc ce sont ces orages qui viennent un peu de nulle part et on passe de 0 de vent à tempête en gros, donc il faut réagir vite. Et il y en a même de nuit, donc voilà, en ce moment on voit pas grand chose la nuit, donc c'est assez difficile à gérer. Donc ouais, les journées sont bien occupées, hein. J'ai pas beaucoup de temps pour moi, de temps en temps je prends 1 heure où j'écoute un peu de musique, j'essaie de me reposer, mais c'est pas si simple. Et comment tu vas physiquement, moralement, puisque ces journées ont été assez éprouvantes et puis que la course est encore longue, hein, ça va? Ça va, ouais, tiens bon, j'essaie de me reposer, j'essaie de faire au mieux pour être en forme dans le Grand Sud. Le bateau lui il l'est, le bonhomme il suit, hein, de toute façon, voilà, on a un binôme. Hein. Mais ouais, je sens que ça commence à tirer un petit peu parce que ces conditions sont pas du tout agréables. Je préfère clairement quand il y a de la baston parce que là, au moins on avance et dans la bonne direction. Donc ouais, dur à accepter, donc forcément le mental il travaille beaucoup et ça aide pas pour faire avancer le bateau. Donc j'essaie de me reprendre en main de temps en temps et de me dire que faut rien lâcher et donc je lâche rien et je fonce et je fais au mieux. Et nous, on va t'encourager. Est-ce que tu peux compter aussi sur d'autres encouragements? Tu es coupé du monde, mais est-ce que tu as droit de temps en temps à un petit message de proches? Oui, complètement. La famille, les amis ont la boîte mail du bateau, ce qui permet de pouvoir échanger rapidement et facilement, donc ça c'est cool. Donc ça me fait du bien parce que c'est vrai qu'après ce départ où on a eu un départ du Vendée Globe à huis clos, donc ne pas voir sa famille, pas voir ses proches, c'est dur. Et donc d'avoir un peu d'encouragement en mer, ça fait du bien parce que la route est encore très longue, mais très longue. Je pense qu'on n'est même pas à 25% du parcours là. Donc voilà, les nerfs sont déjà bien à vis. C'est vrai, Alan, il reste encore un bon bout de chemin, mais tu es dans le bon wagon, si on peut dire ça comme ça, puisque les premiers ne sont pas si loin que ça. Donc continue comme ça, on te donne plein de courage et merci d'avoir passé quelques minutes avec nous. Avec grand plaisir, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous. Ici c'est grand soleil, chaleur, t-shirt. Donc voilà, c'est pas pour vous donner envie, mais bon, moi je suis confiné dans un bateau. Voilà, chacun son truc. Allez, bisous. Ciao. Le sport, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de sport, car oui, il y en aura encore.